Alors merci à tout le monde. On est ravis de vous accueillir pour ce symposium qui va être placé, comme vous le voyez, s'afficher à l'écran sous le signe de l'interactivité. Et j'en profite pour remercier chaleureusement nos conférenciers d'aujourd'hui, le professeur Maria-Clotilde Cara et le docteur Alexandre Philippakis, pour ce symposium. J'en profite également pour remercier le président du congrès, le docteur Patrick Boulange, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, ainsi que la présidente scientifique du congrès, le docteur Corinne Lalame. Et je remercie bien sûr également la SFPIO, son président, le docteur David Nizan, et la présidente scientifique qui a été à l'initiative de ce projet, le professeur Marjolaine Gosset. Alors, j'ai dit que c'était un quiz interactif. Je pense que vous avez reçu un message pour télécharger l'application Kahoot, qui vous sera très utile, puisque justement ce symposium sera émaillé de questions. Donc, n'hésitez pas à la télécharger dès à présent. Et puis, pour la première question, on vous donnera un code à enregistrer qui vous permettra d'accéder aux questions au fur et à mesure. Sur le déroulé du symposium, je vais faire l'introduction pendant quelques minutes et puis ensuite je laisserai la parole à nos conférenciers sur environ 1h15 et il y aura ensuite une session dédiée de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Donc si vous avez des questions au cours de leur exposé, surtout gardez-les bien en tête et ils se feront un plaisir d'y répondre à la fin du symposium. Alors je vais en quelques minutes vous présenter une nouveauté absolument révolutionnaire. Alors vous connaissez très bien la marque Meridol qui vous accompagne depuis plus de 30 ans dans la prévention et dans la prévention quotidienne des problèmes de gencives de vos patients. Cette marque, et notamment ce bain de bouche, Meridol, eh bien, il va évoluer. Il va évoluer avec une nouvelle formule qui sera lancée en avril 2022, une formule qui est le fruit de nombreuses années de recherche. Vous savez qu'on a un département de recherche et développement particulièrement puissant, avec de nombreuses connexions à travers le monde, avec des équipes de recherche extrêmement performantes. On a misé sur ce département de recherche et développement. On a aussi investi énormément pour développer une toute nouvelle formule avec une technologie de dernière génération qui associe les fluorures d'amine, le fluorure d'amine et le lactate de zinc. Depuis plus de 30 ans, effectivement, on avait une formule à base de fluorure d'amine et de fluorure d'étain qui a fait ses preuves, qui vous a accompagné durant toutes ces années. Mais notre souci permanent d'innovation nous a fait lancer cette nouvelle formule qui sera disponible dès avril 2022. Alors, ce nouveau bain de bouche Meridol, c'est d'abord une technologie tout à fait innovante, basée sur un mode d'action qu'on va voir en détail, et bien sûr, comme toujours, objectivée par des études cliniques. Votre recommandation, elle ne change pas et elle fait toujours la différence. C'est une recommandation qui va essayer de répondre aux besoins du patient, donc à la fois de garantir l'utilisation par vos patients de produits antibactériens efficaces et puis ce travail de longue haleine qui est le maintien d'une bonne observance de vos patients, qui est la condition sine qua non de la réussite des traitements que vous allez entreprendre. Et avec ce nouveau bain de bouche Meridol, on a vraiment une technologie antibactérienne hautement efficace. Et ça, c'est vraiment le dénominateur commun de toute notre gamme Meridol que d'avoir des produits antibactériens qui ont fait leurs preuves. D'abord, cette technologie antibactérienne va permettre de combattre la cause des saignements des gencives et de l'inflammation, puisque quand on cible les bactéries, évidemment, on arrive à résoudre tous les symptômes associés. On aura aussi un effet rapide et un effet de longue durée. Et tout ça, c'est grâce à cette nouvelle formule à base de fluorure d'amine et de lactate de zinc. Le bain de bouche en tant que forme galénique complète idéalement le dentifrice grâce à une meilleure diffusion entre les dents. Et ce bain de bouche a été particulièrement développé et designé pour adresser les problèmes des patients qui ont des gencives irritées ou des signes précoces comme le saignement, pour garantir une protection quotidienne contre les problèmes de gencives, avec toujours cette efficacité antibactérienne, surtout qui est toujours cliniquement prouvée et qui est liée intimement à cette nouvelle technologie. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans les ingrédients qui composent ce nouveau bain de bouche Meridol. Tout d'abord, le fluorure d'amine.
le fluorure d'amine que vous connaissez bien, mais avec des propriétés aussi qui sont intéressantes dans cette formule, puisque le fluorure d'amine a montré une efficacité antibactérienne immédiate. Cette efficacité antibactérienne immédiate, elle est liée à sa capacité à perméabiliser les membranes bactériennes. Et donc, en perméabilisant les membranes bactériennes, on va évidemment avoir une action antibactérienne très très rapide via le fluorure d'amine et ses propriétés étant suractives, donc il se diffuse très très vite au niveau de toutes les surfaces de la cavité buccale et donc il peut exercer son effet extrêmement rapidement. Et on le voit à travers l'étude in vitro qui s'affiche à l'écran, une méthode qui est conçue pour justement identifier cette capacité à agir très vite sur les bactéries et on voit que le nouveau bain de bouche Méridol est équivalent à de l'éthanol, dont on sait qu'il a une capacité à diminuer la viabilité des bactéries extrêmement importante. Et deuxième ingrédient, le zinc. Le zinc qui, lui, va inhiber le métabolisme bactérien. Les bactéries, ce sont des organismes vivants, donc en inhibant leur métabolisme, on va ralentir leur activité. On va ralentir ou interférer sur la production d'énergie, sur leur respiration, et ça, forcément, leur croissance va être altérée. Et on va aussi, avec un effet indirect extrêmement intéressant, limiter le relargage des métabolites les plus toxiques. Et ça, on l'a également objectivé in vitro, où vous voyez que en présence du nouveau bain de bouche Méridol, la biomasse bactérienne totale est réduite de manière très importante. Et si on va un peu plus finement dans le métabolisme de la bactérie, la production d'énergie, c'est la production d'ATP au sein des biofilms bactériens. Et bien, on voit que cette production d'ATP, elle est là encore drastiquement réduite en présence du nouveau bain de bouche Méridol. Donc là, on confirme bien l'action du zinc au sein des biofilms bactériens via ce nouveau bain de bouche Méridol. Cette efficacité antibactérienne, en fait, c'est l'association du fluorure d'amine qui va dans un premier temps et très rapidement perméabiliser les membranes pour permettre l'entrée massive du zinc dans les bactéries et donc diminuer leur viabilité et faire en sorte que ces bactéries soient très rapidement éliminées. Et on le voit de manière, avec une illustration parfaite dans la présentation qui s'affiche, dans la diapo qui s'affiche. Vous voyez à gauche, avec un bain de bouche contrôle, des bactéries qui sont absolument vivantes et puis à droite, après application du bain de bouche Méridol, un pourcentage de bactéries mortes qui est beaucoup plus important. Donc c'est illustré de manière éclatante sur ces images en microscopie confocale. Et puis, le zinc, il est particulièrement bien absorbé par les tissus mous. Et donc cette absorption par les tissus mous garantit sa présence sur site suffisamment longtemps pour qu'il puisse exercer son effet. Et là encore, on a fait des études in vitro pour parfaitement identifier cet effet du zinc. Et vous voyez sur les cellules gingivales, le zinc peut tout à fait adhérer aux cellules gingivales et donc via le bain de bouche Méridol, on va pouvoir délivrer une concentration significative de zinc au niveau des tissus oraux et donc, conséquence concrète, une action antibactérienne extrêmement puissante. Une action antibactérienne extrêmement puissante et on l'a vu aussi, une action qui s'exerce aussi sur d'autres composants de la bactérie et notamment les lipopolysaccharides. Les lipopolysaccharides, on sait qu'ils sont présents sur la membrane externe de certaines bactéries, notamment des bactéries gram-négatives qui sont les plus gingivopathogènes et on sait aussi que ces lipopolysaccharides jouent un rôle clé dans le relargage des cytokines inflammatoires et dans donc l'initiation et la réponse inflammatoire aiguë. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là aussi, le bain de bouche Méridol, ce nouveau bain de bouche, va être en capacité de neutraliser ces toxines bactériennes. Et on voit bien là le pourcentage de réduction de la production de ces liposaccharides qui est très important en présence du nouveau bain de bouche Méridol. Et ces lipopolysaccharides, notamment ceux qui sont à la surface de bactéries comme Porphyromonas gingivalis, eh bien, ils sont vraiment un composant majeur du processus inflammatoire. Donc si on arrive à très rapidement couper ou en tout cas freiner ce processus inflammatoire, l'inflammation gingivale, eh bien, forcément va être beaucoup moins importante et on va en plus cibler les bactéries, donc vraiment agir à la cause, agir à la source. Donc c'est toute la
toute l'innovation de cette formule, cette technologie qui associe le fluorodamine et le lactate de zinc. Et cette formule, on a vu une multitude d'études in vitro pour parfaitement identifier chaque étape, pour bien décortiquer ce mode d'action et voir en quoi il est à la fois innovant et d'une efficacité remarquable. Mais bien sûr, le juge de paix, ce qui va être le point clé dans votre recommandation, c'est au niveau clinique. Et évidemment, on a aussi réalisé des études cliniques. Et sur ces études cliniques, sur les paramètres vraiment majeurs au niveau des problèmes de gencives, on a une réduction significative de la plaque par rapport à un bain de bouche fluoré contrôle des 3 mois et encore plus marqué à 6 mois avec pratiquement 7 fois plus de réduction de plaque. On a aussi sur l'indice gingival une réduction très nette des 3 mois, significative des 3 mois et là encore extrêmement importante à 6 mois. Et puis, un symptôme qui est également très important à prendre en considération et qui va être également ciblé bien sûr via l'efficacité antibactérienne de ce bain de bouche, une réduction très efficace du saignement gingival là aussi. Enfin, sur une étude clinique qui a été réalisée également sur des patients souffrant de problèmes de gencives, on voit que sur ces patients, si on les prend individuellement, les sites gingivaux, on a 8 sites gingivaux sur 10 qui sont redevenus sains ou qui ne présentaient pas de saignement à l'issue de l'utilisation de ce bain de bouche Méridol. Et 90% des patients, 9 patients sur 10, qui présentaient plus de 50% d'amélioration de leur santé gingivale. Donc vraiment des résultats patients tout à fait impressionnants qui viennent confirmer parfaitement ce qu'on a vu précédemment, à savoir une formule innovante, un mode d'action bien objectivé in vitro et des études cliniques qui viennent confirmer ces premiers résultats et montrer que cette formule est tout à fait adaptée pour un usage quotidien et tout à fait adaptée dans votre recommandation, comme tous les produits Méridol, pour vous aider au quotidien avec vos patients à faire en sorte que vos traitements soient réussis et que ces patients retrouvent une bonne santé gingivale. Voilà, j'en ai terminé avec cette nouveauté. Je vais maintenant laisser la parole à nos conférenciers et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent symposium. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à Colgate pour avoir organisé ce symposium et surtout au comité scientifique de la SFPO pour avoir organisé et pensé de faire cette séance pour parler de recommandations cliniques qui ont été publiées par un groupe d'experts au sein de la Fédération européenne de parodontologie. Et donc, on a le plaisir de vous parler de ça cet après-midi grâce à 2 cas cliniques qu'on a décidé de vous montrer, surtout de discuter avec vous, intercalés avec des questions cliniques pour voir effectivement ce qu'on est habitué de faire et ce que les recommandations publiées récemment nous disent. Vous savez aussi qu'en 2017, la Fédération européenne de parodontologie, l'EFP, avec l'Académie américaine de parodontologie, a publié une classification, celle qu'on applique tous les jours depuis, qui nous permet de classifier les parodontites en 4 stades de sévérité et 3 grades de risque de progression. Ensuite, ils ont effectivement évolué en décrivant les caractéristiques de ces 4 formes, 4 stades de parodontite. Et en 2019, ils ont organisé un workshop à Ségovie, en Espagne, pour évaluer effectivement ce qu'on connaît en littérature aujourd'hui et proposer des recommandations pour le traitement des parodontites des stades 1, 2 et 3. Donc les formes légères et débutantes, le stade 1 et 2, et sévères, le stade 3, en laissant le stade 4, effectivement, dans un autre workshop qui a eu lieu 2 ans plus tard. Donc en 2019, 90 experts ont été conviés à Ségovie en Espagne. Et comme vous pouvez voir, ces experts venaient de 19 pays différents. On a eu l'honneur d'y participer avec le professeur Philippe Bouchard, le docteur Xavier Strilou, et en représentant donc la France.
Et par la suite, comme je vous disais, en 2021, on était un peu plus nombreux représentés à la France, à ce deuxième workshop, toujours à Ségovie, qui va être bientôt publié et que se concentre sur les guidelines, donc les recommandations pour le traitement de parodontite de stade 4, qu'on ne va donc pas traiter aujourd'hui. Comment ils ont développé ces recommandations? Très brièvement, on tient à vous dire comment ce processus a eu lieu, parce qu'effectivement, la méthodologie est très, très importante. Donc, il s'agit de S3, ça veut dire des guidelines qui sont le plus haut niveau des preuves scientifiques dont on dispose aujourd'hui. Ce sont des recommandations évidemment evidence-based. Donc, au préalable, ils ont demandé à des experts d'évaluer sur des questions cliniques pertinentes de traitement de parodontite les thématiques les plus importantes et de faire des revues systématiques de la littérature de façon à résumer tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur des questions spécifiques. Et ensuite, ils ont convié les experts donc dans ce workshop afin d'avoir une conférence de consensus et pouvoir déterminer ces recommandations cliniques. L'objectif final, c'est d'améliorer évidemment les pratiques cliniques quotidiennes, améliorer le traitement de parodontite et donc prévenir les conséquences de cette pathologie chronique et donc la perte dentaire in fine, améliorer la santé orale des patients et la santé générale vu les corrélations entre parodontite et différentes pathologies systémiques, type les pathologies cardiovasculaires, le diabète, etc. Et aussi améliorer la qualité de vie des patients. Pour faire ça, il y avait des représentants de toutes les sociétés savantes de parodontologie des différents pays européens. Il y avait aussi des représentants non européens, un expert en méthodologie pour ce qui concerne les recommandations cliniques, donc le traitement de pathologie en général. Ils ont cherché aussi à faire appel à des associations des patients, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Donc, il n'y a pas d'association patients atteints de parodontite, malgré son pathologie chronique très, très fréquente dans la population générale adulte. Et ils ont considéré que ce qui a été publié après, en 2020, en fait, soit valable jusqu'à 2025, donc 5 ans à peu près. Et après ce temps, il faudra évidemment mettre à jour les connaissances scientifiques et éventuellement les recommandations qui ont été publiées. Donc, c'est un document plutôt long, il y a plusieurs pages. Évidemment, nous, aujourd'hui, on va essayer de simplifier et surtout de l'appliquer à des cas cliniques. Mais ce qu'on va montrer, c'est des petits carrés où il y a la recommandation clinique et aussi, vous allez voir apparaître, en fait, si la recommandation est une recommandation forte, une recommandation moyenne, on va dire, en termes de puissance, ou une recommandation ouverte. C'est ces traduits, il faut effectivement faire ou pas faire. Donc, ça peut être une recommandation positive ou négative en termes de traitement. On peut suggérer une certaine intervention, on n'est pas à la suggérer, et on peut aussi considérer. Donc, la recommandation ouverte, c'est vraiment on laisse aux praticiens, on fait le choix. Il faut bien stresser qu'évidemment, les guidelines sont faits pour guider les cliniciens, mais ils ne vont pas remplacer le jugement clinique, qui veut donc dire évaluer effectivement les connaissances scientifiques, mais aussi l'expérience clinique et la situation spécifique, le patient. Il ne faut jamais oublier le patient. Donc, ces recommandations sont génériques, il faut bien les appliquer en clinique. Et après, comme je vous disais, on a voté chaque recommandation. Donc, il y avait un accord, en fait, un consensus des experts qui est chiffré sur un pourcentage, soit 100%, soit 90, 95. Et si c'était inférieur à 50%, la recommandation était modifiée et révotée jusqu'à avoir un consensus. Il y avait aussi des experts, évidemment, que s'ils avaient un conflit d'intérêt avec la recommandation et le traitement suggéré, ils devaient s'abstenir, ils ne pouvaient pas voter. Ça, c'était très important. Ça, c'est donc juste 2 exemples. Vous allez voir après, on va rentrer dans les détails. Donc, quand on a une recommandation, comme vous pouvez voir, il y a aussi détaillé la littérature qui soutient la recommandation clinique. On remet le niveau de recommandation, donc forte, moyen, et si c'est positive ou négative. Et des fois,
on n'a pas assez d'évidence scientifique en littérature pour pouvoir recommander une intervention. Et donc, on a aussi la possibilité de faire ce qu'en anglais est appelé evidence-based statement, donc un constat. Sur certaines interventions spécifiques, c'était effectivement nécessaire. S'exprimer, les experts ont trouvé important s'exprimer par rapport à l'intérêt ou l'efficacité d'une certaine intervention, malgré on n'a pas assez d'évidence, de preuves scientifiques en littérature pour pouvoir la recommander ou ne pas la recommander. Une autre nouveauté qui a été apportée par ces documents, donc par les guidelines de l'AFP de 2019, c'est en fait de décrire la thérapeutique parodontale par étapes. C'est quelque chose que finalement on faisait déjà, on connaît tous, mais ils ont mis noir sur blanc cet aspect de étape progressive pour prendre en charge les parodontites. Donc vous voyez qu'on commence toujours avec ce qu'on appelle le step 1, la première étape, qui concerne le contrôle des facteurs de risque du patient. Donc, ça nécessite une évaluation du risque du patient, une évaluation donc spécifique, individuelle, parce que chaque patient a un risque spécifique pour la parodontite. Et si on va identifier des facteurs de risque modifiables, évidemment, l'approche thérapeutique est d'essayer de les modifier. Par exemple, typiquement, le tabac, essayer de conseiller aux patients d'arrêter de fumer. Donc, cette étape concerne tout stade de parodontite, de stade 1, stade 2, stade 3, évidemment aussi le stade 4, même si ce n'était pas inclus dans cette première document de recommandation. Ensuite, on a le stade 2 qui concerne l'instrumentation sous-gingivale, donc les débridements non chirurgicaux, ce qu'on connaît sous différents noms, mais évidemment, c'est un soin qui reste essentiel et primordial pour les parodontites. On va traiter les dents qui sont atteintes, donc de perte d'attache ou perte osseuse, et peut être associé à des adjuvants en fonction de la sévérité du cas clinique. Donc, on va rentrer dans les détails avec des exemples, les 2 cas cliniques qu'on va utiliser. Ensuite, on a le step 3. La 3e étape comprend donc des traitements supplémentaires pour traiter les sites qui n'ont pas répondu au stade 2. Ça peut être un traitement, encore une fois, non chirurgical, donc en réinstrumentation, ou chirurgical, en fonction de la sévérité, effectivement, de la parodontite. Mais si on passe à ce qu'on considère chirurgical, et notamment selon la classification de 2017, devrait concerner que les parodontites des stades 3, même si c'est pas si cloisonné. Si on considère la chirurgie, c'est toujours du moment que le patient a très bien maîtrisé le contrôle des plaques, et évidemment, on a donc une inflammation plutôt faible, et si le praticien maîtrise la technique nécessaire. Et après, vous voyez le traitement de suivi parodontal qui est nécessaire, essentiel, s'applique à tout stade de parodontite et c'est à vie compte tenu de la chronicité de cette pathologie. Donc, on va utiliser 2 cas cliniques, comme je vous ai dit. Ce sont 2 cas cliniques qui ont été traités par le Dr Yara Sadeh et Dr Kalia Adjisava dans le contexte du programme postgraduate européen de parodontologie et dentisterie implantaire que j'ai l'honneur de diriger à l'hôpital Rothschild de l'Université de Paris. Donc, c'est 2 étudiants qui sont actuellement en 3e année de ce programme, qui est un programme à temps plein de 3 ans, qui nous ont fait la courtoisie de documenter ces cas cliniques et de nous donner pour la conférence d'aujourd'hui. Et on démarre donc avec le premier cas clinique. Je passe la parole à Alexandre. Merci beaucoup, Maria. Alors, en préambule, je tiens à vous dire que les cas cliniques sont extrêmement bien documentés et qu'ils ont une gestion qui est particulièrement académique. Aussi, je ne peux que conseiller aux gens qui vont probablement nous revoir après, qui débutent en parodontologie, de bien garder ce déroulé. Ça permet vraiment de traiter ça de façon répétitive et fiable, sans commettre d'impair. Alors, le premier cas clinique, c'est donc une femme qui consulte, qui a 42 ans, caucasienne. Donc, c'est le profil de la personne qui a eu peu de temps pour s'occuper d'elle pendant une période et qui, passé la quarantaine, reconsulte au cabinet ou, en l'occurrence, dans le cadre du DU, pour un traitement orthodontique. Évidemment, l'orthodontiste l'a réadressé vers le service pour traiter sa pathologie parodontale. Donc, la demande initiale n'a rien à voir avec la parodontie, elle est plutôt esthétique.
Fort heureusement, l'analyse du style de vie est plutôt favorable, avec une activité sportive régulière, une alimentation équilibrée, pas de facteurs de risque ou de tabac évident et une patiente non stressée. Soyons clairs, des situations comme ça, on souhaiterait en avoir tous les jours, tout le temps. L'historique médical est aussi assez vierge, puisque l'IMC est tout ce qu'il y a de plus correct. Il n'y a aucune allergie, aucun médicament, et donc de facto, aucun risque hémorragique. Donc on s'aventure en terrain qui paraît quand même assez défraîchi. La situation exobuccale ne fait que illustrer la demande initiale, avec effectivement, lors du sourire, une petite déviation des milieux, des malpositions particulièrement de la 22, et lors du sourire forcé, on ne peut que remarquer effectivement un encombrement mandibulaire disgracieux, ce qui pousse la patiente à consulter. Et déjà, lors du sourire forcé, notre œil de parodontiste peut remarquer l'inflammation gingivale au niveau des papilles interdentaires. En rentrant dans l'examen intraoral, la première chose qu'on va remarquer, c'est que le contrôle de plaque est assez intéressant au niveau des faces vestibulaires. Il l'est moins au niveau des faces interproximales. Donc d'emblée, on sait qu'on va adapter notre step 1 autour de ça. Par contre, l'examen gingival, lui, est plus dérangeant, puisqu'on voit une inflammation qui est très marquée au niveau des papilles interdentaires de la gencive libre et qui atteint même la gencive attachée sur les incisives mandibulaires, particulièrement celle qui est lingoversée. Donc, nous avons vu ça, on observe quelques récessions parodontales, il n'y a pas l'air d'avoir de dents manquantes. Tout a l'air quand même indiquer une situation qu'on arrivera à traiter. Alors, on est bien d'accord sur le fait que là, c'est le sondage parodontal qui a été effectué lors de la première visite. Le step 1, finalement, de détartrage supragingival, de motivation à l'hygiène, d'amélioration des techniques d'hygiène bucco-dentaire n'a pas encore été mise en place à ce stade. Donc, on va avoir certaines valeurs qui vont être autour de 4, 5, 6 mm. Les valeurs qui sont en rouge sont des valeurs qui saignent au sondage, c'est important de le noter, avec donc des pertes d'attache assez marquées, donc 5-6 mm, presque sévères. Mais ce qui est intéressant de regarder, comme vous le voyez très bien sur les images, c'est que sur par exemple la 16, la 17, sur les vues palatines que vous avez en bas de votre écran, de même pour la 25, la 26, la 27, c'est qu'il y a des dépôts calcifiés entre les dents de tartre, supra et sous-gingivale, et l'inflammation semble en corrélation avec ces dépôts. Ça, c'est un marqueur qui est très très important quand il y a une corrélation positive entre les dépôts et l'inflammation, et la profondeur au sondage semble en cohérence avec tout ceci. La vue mandibulaire montre les mêmes signes, avec clairement un défaut d'hygiène bucco-dentaire à la mandibule, avec des dépôts de tartre apparents et qu'on suppose sous-gingivaux qu'on voit par transparence, notamment sur la 37, et des atteintes parodontales qui sont similaires, autour de 6-7 mm, 5 mm. Alors, moi j'ai quelques réserves, on en parlait encore avec Maria, sur un sondage avec une inflammation gingivale. D'accord, c'est que la valeur de 7-6 mm, elle est artificiellement gonflée par l'inflammation gingivale superficielle. D'accord, donc c'est pour ça que je indique bien que ça a été fait dès le début. Alors on va s'intéresser à l'examen radiographique. Bon, donc on remarque effectivement qu'il y a peu de restauration et de soins. On va s'intéresser principalement au tissu osseux. Donc là, on a une alvéolyse modérée de 3 à 4 mm sur les secteurs postérieurs qui est à composante horizontale uniquement, d'accord, qui va intéresser donc les molaires maxillaires, les prémolaires maxillaires aussi par endroits, les molaires mandibulaires et les prémolaires mandibulaires. Bien sûr, on voit que cette perte est généralisée, elle touche aussi les incisives, elle est sur plus de 30% des sites. Et ce qui est intéressant, c'est que on distingue qu'en regard des zones où il y a la plus forte destruction, on a des dépôts calcifiés de tartre et de biofilm qui donc confirment les suppositions qu'on avait vues lors de l'examen clinique. Après, ce qui est intéressant, c'est que la patiente a des racines longues, donc c'est un critère pronostic qui est plutôt favorable et divergente pour ce qui est des molaires mandibulaires.
Alors, je reste un instant pour que tout le monde ait le temps de s'imprégner. Voilà, donc c'est vraiment des situations qu'on voit de façon très fréquente. Alors, on va s'intéresser bien sûr au diagnostic parodontal, donc sans rentrer dans tout le détail. La perte d'attache interdentaire est de l'ordre de 3 à 4 mm. L'alvéolyse radiographique est majoritairement horizontale, avec entre 15 et 33% de la hauteur radiculaire atteinte. Pas de perte dentaire, type de lésion horizontale, pas de lésion interradiculaire, pas de défaut de crestal, pas de trauma occlusal, pas de réhabilitation. Bref, une situation qui est compatible avec un stade 2. Au niveau du grade, alors là c'est encore simple. Bon, est-ce qu'il y a des preuves de progression? Alors la perte osseuse et les pertes d'attache au cours de ces 5 dernières années, bon, on est en dessous de 2 mm. C'est une personne qui ne fume plus, qui n'est pas diabétique. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que je reviens à ça, les dépôts calcifiés sont présents de façon proportionnelle à l'atteinte parodontale sous-jacente. Donc là, clairement, on est sur un diagnostic de parodontite de stade 2, grade B, et généralisé, puisque 30% des sites sont atteints. Alors, lors du plan de traitement parodontal, il est très important de faire le step 1, donc l'étape 1, qui est de contrôler les facteurs de risque, contrôle de plaques individuelles et professionnelles par le détartrage supragingival. On ne va pas détailler là-dedans parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est primordial de commencer par ça, on est bien d'accord. On va s'intéresser à l'étape 2, qui va être le traitement parodontal non chirurgical. Et on évoquera ensuite l'étape 3, qui sera plus évoquée dans le cas clinique suivant. Alors, on va commencer à vous solliciter un petit peu, à savoir que vous allez avoir une première question à laquelle vous allez devoir répondre. Donc, en principe, vous devez avoir... Vous sortez vos téléphones, s'il vous plaît, et vous allez ouvrir votre application et voir un code PIN qu'il faut entrer, le 194 341. Oui, on vous laisse quelques instants. Alors en fait, il faut créer un pseudo pour s'enregistrer. J'en profite pour vous dire que c'est une réponse à choix multiples où il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Le but, c'est d'échanger, de croiser des informations. Vous aurez 30 secondes pour répondre et après, on verra un petit histogramme avec les réponses qui sont le plus ressorties. Puis on pourra discuter un petit peu après, à travers les recommandations de l'EFP, quelle est a priori la réponse la plus suggérée. Voilà, ça ira plus vite pour les questions d'après. Alors soyez prudent avec le pseudo que vous notez, puisque nous on les voit tous, et vous aussi. Hein, donc c'est... vous pouvez être fantaisiste si vous le voulez, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui rencontrent encore des difficultés? Je pense que ça va être bon. On va pouvoir peut-être commencer la première question.
Sans pression, les amis. Alors, quel protocole de traitement de débridement ou de traitement de surfaçage radiculaire allez-vous appliquer? Est-ce que vous allez faire un traitement en une séance, à savoir du full mouth, full pocket, c'est-à-dire aller jusqu'au fond des poches en une seule fois? Un traitement en 2 séances en 24 heures, donc du full mouth par cadran finalement, non, en 24 heures pardon, en 2 séances, soit un traitement par cadran ou hémi-arcade, qui va être la réponse bleue, ou peu importe finalement, parce que tous les protocoles sont efficaces, qui va être la réponse verte. Voilà, il va falloir répondre vite. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait eu tous les participants, mais en tout cas, on a un petit histogramme. Donc, sur les 7 réponses, ce sera plus facile pour celle d'après, on a finalement quelque chose qui est assez équivalent. Une personne travaillerait par hémi-arcade, 2 autres en full mouth, et 4 autres font un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, on va regarder un petit peu la réponse. On ne fait pas ce qu'on veut. Ah oui, mais voilà. Mais en fait, là, j'aimerais bien qu'on rebascule, si c'est possible, sur la présentation. Voilà, merci. Alors, les recommandations de l'EFP, en l'occurrence, suggèrent qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, ce qui est très intéressant. Vous voyez, donc l'instrumentation sous-gingivale peut être réalisée soit par cadran, soit par full mouth pendant 24 heures. C'est très 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 intéressant. Vous voyez que le consensus est quand même assez élevé avec un grade B de recommandation. C'est très très intéressant pour nous parce que finalement ça nous met complètement à l'aise pour organiser nos séances de traitement. Bien sûr, il y a des considérations à prendre en compte qui dépendent des patients. On imagine mal une personne âgée ouvrir la bouche pendant plus de 2 heures pour faire une séance de full mouth. On peut aussi considérer, nous, notre efficacité personnelle. Est-ce qu'on arrive à être efficace pendant 2 heures durant ou est-ce qu'on a besoin de scinter les séances? Ou prendre en considération des éventuels traitements de prophylaxie antibiotique nécessaires pour les patients dans ce genre de cas. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Par contre, comment on va faire? Par rapport à l'instrumentation, ce qui a été évalué, c'est l'instrumentation sonique, ultrasonique et l'instrumentation des curettes manuelles. Les nouveaux instruments de micro-curettes n'ont pas été évalués dans ces études. Et donc, bien sûr, il est recommandé d'utiliser des curettes, des ultrasons, soit seuls, soit en combinaison. Donc, à ce sujet, il n'y a pas de différences significatives qui ont été trouvées par ces recommandations dans les traitements qu'on utilise des curettes ou des ultrasons. On va avoir une petite question suivante. Quel traitement complémentaire utiliser? Je vais peut-être lire juste un instant avant. Bon. Allons-y. Est-ce que vous allez utiliser de l'antiseptique en irrigation, du traitement au laser, des antibiotiques par voie systémique, ou on va considérer que cela dépend de la sévérité de la parodontite? Voilà. Déjà, on a plus de réponses, c'est plus intéressant. Très bien. Donc, dans ce cas précis, effectivement, vous êtes 3 à avoir répondu de l'antiseptique en irrigation et les 10 autres qui dépendaient de la sévérité de la parodontite. On est déçus, on s'attendait à avoir des réponses plus polémiques, mais c'est très bien. Alors, voyons voir ce que nous disent les recommandations. Est-ce qu'on peut rebasculer? Voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser le laser en complément du traitement non chirurgical mécanique? Bon, là, la recommandation est assez simple, c'est pas suggéré, il ne conseille pas l'utilisation du laser. Donc, comme personne n'a répondu, on ne va pas s'étendre là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser des antiseptiques lors du traitement sous-gingival? Alors, c'est intéressant parce l'utilisation d'un antiseptique may be considered, c'est-à-dire que la question se pose. Donc, c'est une question qui est encore ouverte. Et là, on parle
comme des pastilles, si vous voulez, d'antiseptiques qu'on pourrait insérer dans les poches parodontales avec une libération de chlorhexidine. La question reste encore ouverte. On a un grade 0, c'est O plutôt que pour open. Donc on pourrait se poser la question. Alors, est-ce que l'utilisation d'antibiotiques locaux devrait être utilisée ? La question reste encore ouverte. Alors, personnellement, je n'en utilise pas du tout dans ce genre de situation, mais apparemment, le sujet n'est pas encore clos et la question se pose. Elle se pose moins, par contre, pour l'utilisation d'antibiotiques en voie systémique. D'accord ? C'est-à-dire que dans le traitement de la parodontite, dans un traitement de routine, l'utilisation d'antibiotiques, quels qu'ils soient, ne sont pas recommandés. C'est la réponse A que vous allez voir. Dans certains cas vraiment spécifiques qui vont être évoqués plus tard, on pourra considérer l'utilisation d'antibiotiques, en l'occurrence d'amoxicilline, de métronidazole. Et voilà, pour une parodontite de stade 2 grade B, il n'est pas nécessaire d'utiliser des antibiotiques, quels qu'ils soient, à quelques moments du traitement. Bien. Maintenant qu'on sait tous ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder qu'est-ce que ça a donné. Donc évidemment, l'objectif du traitement non chirurgical, c'est la diminution de la charge bactérienne, de l'inflammation. Et le but, c'est de diminuer la profondeur de poche, de retrouver une santé parodontale en diminuant les mobilités, ainsi de suite. Donc là, le protocole qui a été choisi, c'est l'instrumentation ultrasonique en une séance de 2 heures. Donc on rentre dans les recommandations. Et il y a une irrigation sous-gingivale à l'iode pour les poches de plus de 4 mm. À l'iode, me direz-vous, on se rappelle tous quand même que la chlorhexidine est inactivée par le sang, donc en l'occurrence c'était le choix de l'iode en irrigation sous-gingivale qui avait été fait. On pourra en discuter plus tard si vous le souhaitez. Dans le protocole de traitement, une fois que l'instrumentation sous-gingivale a été réalisée, on va faire une réévaluation, réexaminer l'état parodontal complet 3 mois plus tard. Donc voilà la photo de face qui est particulièrement intéressante. On voit que les signes d'inflammation gingivale sont très 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 atténués. On peut distinguer donc une reprise du piqueté gingival qu'on voit particulièrement au niveau des incisives maxillaires et des incisives mandibulaires. Les petits black spots qui ont commencé à apparaître, qui sont dus à la récession parodontale, puisque comme vous le savez très bien, lors de la cicatrisation parodontale, il y a une récession qui en fait entraîne la diminution des profondeurs des poches. Donc on observe une santé parodontale qui semble de meilleure qualité, en tout cas sur la photo de face. Lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus au sondage qui est fait donc 3 mois plus tard, on a les valeurs de profondeur de poche. J'ai noté aussi les valeurs de gain d'attache, donc le GA, et on a toujours en rouge les valeurs qui saignent. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a encore des petites poches résiduelles, notamment sur les secteurs postérieurs. On est sur plutôt du 4-5 mm qui saignent éventuellement ou qui ne saignent pas. Sur la 26, la 17, la 16, la 27, que ce soit sur certaines vues vestibulaires ou des vues palatines. Et quand on regarde attentivement, on se rend compte sur les photos cliniques qu'il y a toujours de l'inflammation. On voit la récession parodontale, mais de l'inflammation. Et parfois même, on observe certains dépôts de tartre qui sont encore présents. On peut regarder ça sur la vue palatine de la 16, où l'inflammation gingivale en fait gênait l'accès, gênait la qualité de nettoyage. Et là maintenant, le dépôt devient visible et accessible. Donc on se doute bien qu'il sera éliminé prochainement. On va arriver à ce point juste après. Donc là, en l'état actuel des choses, à la réévaluation, on peut considérer quand même que la santé parodontale n'est pas retrouvée. D'accord ? Et qu'on ne peut pas considérer qu'on a terminé notre travail à ce stade. La vue linguale évoque la même situation, notamment on regarde en linguale de la 36 où on voit un dépôt de tartre qui était inaccessible au départ, qu'il est devenu actuellement, et on a toujours des zones inflammatoires, enfin des zones gingivales inflammatoires, et des profondeurs de poche qui restent autour de 4-5 mm sur les secteurs postérieurs et parfois même sur les secteurs antérieurs,
où là, on imagine bien que l'accès est difficile pour la patiente. Et malgré ça, il est un peu tôt pour l'envoyer en orthodontie. Donc, à ce stade, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vous qui allez répondre. Donc, suite à la réévaluation, quel traitement je propose? Est-ce que je propose un traitement parodontal de suivi personnalisé? Est-ce que je propose une chirurgie de régénération parodontale? Est-ce que je fais des lambeaux d'accès? Ou est-ce que je réinstrumente les poches résiduelles? Ben, c'est aussi intéressant. Donc, bon, la majorité d'entre vous réinstrumentent les poches résiduelles. Et après, un peu plus à la marge, il y en a qui intègrent tout de suite le dispositif de traitement parodontal de suivi et d'autres éventuellement qui décident de faire des chirurgies. Alors voyons voir ce qui est conseillé dans ce genre de situation. Merci. Est-ce que je suis allé trop vite? Voilà. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'efficacité d'une chirurgie par rapport à une réinstrumentation? Bien. Alors, en présence de poches parodontales supérieures à 6 mm, avec un patient donc, de stade 3, après avoir fait le step 2, il est suggéré de faire des chirurgies. Là, ce n'est pas le cas ici. En présence de poches résiduelles de 4 à 5 mm, il est suggéré de recommencer le traitement parodontal. Donc, dans ce cas de figure, il y a un consensus quand même qui est assez conséquent. Il est conseillé de réinstrumenter, donc de refaire le step 2 dans les poches parodontales résiduelles. Si jamais, parce que ce n'est pas le cas de toutes les situations, on pourrait se poser la question de est-ce qu'on fait vraiment des chirurgies, oui ou non, et est-ce qu'on sait les faire? Pour tordre le cou à cette idée, il est quand même recommandé que si vous n'êtes pas en capacité de faire certaines chirurgies dans certains cas, il vaut quand même continuer à refaire des step 2 de façon régulière. Au bout du compte, on va intégrer, après cicatrisation, ce patient dans un traitement parodontal de suivi. On aura recommencé le débridement, on aura obtenu une cicatrisation parce qu'on sait très bien qu'on est dans la bonne direction. Et après, on va proposer un traitement parodontal de suivi. Alors la question qui va se poser, c'est comment on va organiser notre traitement parodontal de suivi? Est-ce qu'on va le faire entre 2 et 4 fois par an en fonction du risque individuel du patient? Est-ce qu'on va le faire une fois par an parce que c'est amplement suffisant? À la convenance du patient, en substance, vous rappelez quand vous avez besoin et on vous voit. Ou est-ce que on décide de déléguer ça à notre hygiéniste? Qui est un hygiéniste ici? Voilà, c'est à vous. Bien. Je vois qu'il y en a qui ont un peu d'humour aussi. Donc, vous proposez donc entre 2 et 4 fois par an en fonction du risque individuel du patient. Alors, on peut revenir s'il vous plaît. Voilà. Alors, on le dira jamais assez, le traitement de suivi parodontal est primordial pour maintenir la santé parodontale, qui est une pathologie qui est quand même hautement récidivante. Et donc, pour cela, il est recommandé, avec un grand grade, un grade A, de faire des visites qui sont soit tous les 3 mois au maximum, tous les 3 mois, avec un écart de 12 mois au maximum. Alors j'avoue que ça m'a un petit peu gêné quand j'ai vu le 12 mois, puisque moi, ce n'est pas du tout ce que je propose, et que le 12 mois est vraiment réservé aux parodontites de stade 1, grade A, des choses qu'on ne voit pas souvent quand même. Et donc,
il est suggéré de faire donc 2, 3, 4 visites par an. Et ça, il faut que ce soit accordé au profil risque du patient. Et surtout, aux résultats qu'on a obtenus après les STEP 2. Un détail qui est quand même extrêmement important, c'est qu'il faut que le patient soit particulièrement sensibilisé à l'importance du traitement parodontal de suivi. Et pour cela, il faut faire le nécessaire vraiment pour qu'il comprenne cela et que c'est vraiment très très important pour le maintien à long terme de la santé parodontale et pour l'amélioration de la santé parodontale future. Donc pour une parodontite de stade 2 grade B, vous l'avez vu, ce sont des protocoles qui sont quand même assez simples, qui peuvent être faits par des gens même qui débutent en parodontologie, et surtout bien intégrer le traitement parodontal de suivi. On va passer au cas suivant. Merci. Donc, on va changer de cas. On répare sur un cas clinique que vous allez voir un peu différent, même s'il s'agit toujours d'une patiente, d'une femme un peu plus jeune, 20 ans. Elle est étudiante et vendeuse aussi, fiancée. Elle est en bonne santé générale, donc vous pouvez imaginer pas de pathologie systémique, pas d'allergie. Et elle consulte dans notre hôpital parce qu'elle a une motivation, encore une fois, esthétique, un premier. Mais elle se rend compte d'avoir un problème de gencive parce qu'elle a déjà une symptomatologie qui est importante. Elle se rend compte que les dents bougent, qu'il y a des saignements spontanés, que la gencive remonte, ce sont les mots du patient, évidemment, et aussi une mauvaise haleine et des triangles noirs entre les dents. Donc, il y a une contrainte parce qu'il y a déjà des conséquences esthétiques et des séquelles de la maladie que la patiente a pu remarquer. Comme je vous disais, elle n'a pas de pathologie systémique, elle est en bonne santé, un poids et un indice de masse corporelle qui est dans les limites de la normale. Par contre, elle a une alimentation qui est déséquilibrée, elle ne fait pas d'activité sportive et elle est aussi stressée. Sur une échelle visuelle analogue de 7 sur 10. Et on comprend que ce stress vient essentiellement dedans. C'est-à-dire qu'elle a compris d'avoir une pathologie des gencives, elle est assez jeune, elle a peur de perdre ses dents. Quand on commence à poser quelques questions à la patiente, on se rend compte qu'il y a des antécédents de parodontite dans la famille. Son père était atteint de cette pathologie, il a perdu des dents précocement. Donc elle a encore plus peur d'avoir ces types de progression et d'arriver à la perte dentaire. Elle n'était pas régulière dans les visites chez le dentiste, pratiquement une fois tous les 3 ans, donc pas très souvent. Elle utilise une brosse à dents manuelle avec une technique de brossage horizontal pas trop décrite, pas trop clarifiée dans la tête de la patiente, au moins 2 fois par jour par contre. Comme je vous disais, les symptômes sont des saignements, même spontanés au brossage, une mobilité dentaire importante, des récessions gingivales, des migrations dentaires, déjà apparentes, la litose et pas de douleur par contre. Ici, vous voyez l'analyse du sourire de la patiente, donc des lèvres au repos qui sont compétentes. Le sourire naturel est forcé, donc on commence à voir effectivement la gencive, ce diastème secondaire apparu récemment et qui est le motif de consultation principale de la patiente. Et l'examen intraoral nous montre effectivement la gencive. Il y a une bonne hauteur de gencive kératinisée attachée et l'inflammation, à différence du cas précédent, vous voyez qu'elle n'est pas si importante, au moins du point de vue visuel. Par contre, sur certaines papilles, on voit bien un édème, sont édémaciées. Il y a un diastème que je vous disais important au niveau maxillaire. Et on voit aussi qu'on commence à faire un examen parodontal complet, donc un charting parodontal, un sondage, encore une fois, fait avant tout type de traitement, dans ces cas, donc avant le détartrage même. On voit qu'effectivement, on arrive à sonder jusqu'à 9 mm au niveau des molaires maxillaires.
C'est assez ponctuel, ce sondage profond. Le reste des sites sondés ne présentent pas des profondeurs très importantes. Et vous pouvez le remarquer à la fois d'un point de vue de la profondeur de poche et de la paire d'attache. Évidemment, au niveau de la 21, on a un sondage profond, une récession gingivale déjà importante et la dent effectivement a migré. Et elle présente aussi une mobilité augmentée de classe 2. Au niveau mandibulaire, c'est un peu la même situation. Donc, vous pouvez voir que le sondage au niveau général n'est pas très profond, sauf dans des sites spécifiques, au niveau par exemple molaire, au niveau de la 36, on arrive à 6 mm de profondeur de sondage. Et évidemment, l'image radiographique qui peut vous donner beaucoup plus d'éléments aussi au niveau de la perte osseuse, qui est très localisée. C'est assez un cas classique, académique, d'une forme très, très spécifique de parodontite, avec une attente qui est pratiquement limitée aux premières molaires et aux incisives, avec des lésions qui sont des lésions infraosseuses, donc des lésions verticales, angulaires, qui concernent la 16, la 26 et aussi la 36, et la 21. Si on se concentre sur ces dents, on voit que la perte osseuse est très importante. On a perdu presque jusqu'à 75-80% de l'auteur de la racine. Par contre, les autres dents, il y a des dents qui ne sont pratiquement pas touchées ou très peu touchées par la maladie. Donc voilà les sites, on peut remarquer effectivement ce type de lésions et l'inclusion des 28 et 18 qui nous intéressent relativement pour poser le diagnostic parodontal. On a remis ces tableaux qui effectivement sont les tableaux qui sont proposés par la classification de 2017 de Chicago qui sont très complexes. Et que des fois, pour l'application quotidienne au cabinet, ça peut poser des questions. En réalité, quand on commence à l'utiliser, et dans certains cas spécifiques, c'est plutôt rapide. Et dans ce cas spécifique, du point de vue de la perte osseuse et de la profondeur des poches, de ces lésions infraosseuses, donc des lésions verticales, on arrive assez vite à classifier la patiente dans un stade 3 de parodontite. Et aussi pour le grade, c'est plutôt rapide parce que la patiente, comme je vous disais, ne présente pas des facteurs de risque qui peuvent modifier la progression de la maladie, notamment le tabac, elle n'a jamais fumé, le diabète n'est pas diabétique. Par contre, et on n'a pas de document radiographique antérieur qui nous permet de dire si la maladie a évolué plus ou moins rapidement dans le temps. Mais on peut vite calculer que le ratio pourcentage de perte osseuse sur l'âge de la patiente qui a 20 ans, c'est vraiment supérieur à 1. Donc, on va tout de suite la classifier comme une grade C avec un risque de progression important. Voilà. Aussi, dans ce cas-là, c'est une forme localisée et pas généralisée parce qu'il n'y a que moins de 30% des dents qui sont atteintes de la pathologie. Donc, c'est vraiment une forme de, pour résumer tout ça, parodontite des stades 3, grade C, est localisée au niveau incisive et molaire. On a parlé du step 1. Le step 1 de la thérapie parodontale vraiment cible les facteurs de risque du patient. Et quand on parle de facteurs de risque, nous avons en tête tabac et diabète. Et c'est absolument vrai, parce que ce sont les vrais facteurs de risque. Par contre, on a plein d'indicateurs de risque. C'est une petite différence, c'est juste un sens de terminologie, parce qu'on n'a pas assez de données pour les appeler facteurs de risque. Mais quand on est en fait en clinique, il faut considérer toutes les expositions du patient. Et c'est là l'évaluation individuelle du risque du patient. C'est assez complexe, parce qu'il faut regarder les habitudes de vie, le style de vie, l'alimentation, l'exercice physique, le stress, mais pas seulement l'exposition au stress, mais aussi la capacité du patient à faire face au stress, donc à gérer le stress. Et vous voyez, on a essayé dans cette publication qui a été faite il y a quelques années par le professeur Philippe Bouchard et son équipe, de lister tous les facteurs indicateurs de risque plus ou moins proches de la maladie qui peuvent influencer ces manifestations cliniques. Donc, si on veut traiter un patient qui a une parodontite, il faut cibler tout ça.
et vous comprenez la difficulté de motiver un patient à équilibrer une alimentation, perdre du poids, à faire de l'exercice, à arrêter de fumer, etc. Mais malheureusement, pour toute pathologie chronique d'origine inflammatoire, c'est pour le diabète ou les maladies cardiovasculaires, c'est la prise en charge globale du patient qui assure là le succès thérapeutique. Et dans cette patiente en particulier, on n'a pas des facteurs de risque à cibler, type tabac, diabète, mais on doit aller plus loin. On doit aller voir son histoire familiale, son comportement de vie, et essayer surtout de la motiver sur son risque. Son risque est important, c'est à vie. Elle doit vraiment garder ça en tête pour pouvoir pour observer en fait le traitement tout au cours de sa vie. Donc, avec les mêmes principes, on va appliquer le step 1, le step 2, le step 3 du traitement parodontal pour cette patiente. Donc, la première étape, c'est revoir avec la patiente les habitudes d'hygiène bucco-dentaire quotidien, les adapter, changer peut-être la brosse à dents, changer les brossettes, vérifier que les brossettes interdentales sont effectivement bien adaptées aux espaces, bien calibrées. Et donc, contrôler tous les facteurs de risque modifiables qu'on peut contrôler. Et là, on passera donc au step 2. On vous repose la même question qu'au cas clinique précédent, c'est-à-dire quel protocole de traitement vous pensez appliquer pour cette patiente. Là, on a 4 options. Soit un traitement, une séance, mais avec une antibiothérapie locale, une séance, donc un full mouth disinfection, mais avec une antibiothérapie systémique, par cadran, donc un traitement classique des détartrages de surfaçage par cadran sans adjuvant, ou par cadran, mais avec une irrigation des poches profondes. Voilà, on passe au sondage. Donc, vous avez quelques secondes pour laisser vos réponses. Ah, pardon, ce n'est pas la bonne question. C'était la bonne question sur la présentation, mais pas sur le Kahoot, c'est ça? Donc, ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on peut passer au sondage? Vous avez quelques secondes en plus pour réfléchir à la réponse. Non? Non. On peut faire à l'ancienne. On lève les mains. Non? OK. Bon, si vous êtes d'accord, alors on peut, si vous vous sentez de répondre, dire qui ferait un traitement d'une séance avec un antibiotique. Parce que l'avantage est qu'on ne sait pas qui répond quoi. Mais là, on est entre amis et entre collègues. Donc, si vous voulez faire un antibiotique local, systémique ou pas. Systémique, on a pas mal de systémiques. Voilà, d'antibiothérapie systémique. Et qui ferait par cadran sans rien d'autre? Et en full mouth sans rien d'autre? Voilà, c'est une autre option possible. Évidemment, on n'avait que 4 choix. Donc là, on a un full mouth sans antibiothérapie. C'est très bien. C'est très intéressant parce qu'en fait, on comprend que finalement, il y a plusieurs protocoles possibles. Et évidemment, il faut les adapter à la situation clinique. Et dans ce cas spécifique, ce qui a été réalisé, c'est effectivement une instrumentation sous-gingivale, une seule séance, donc en full mouth. Irrigation avec effectivement povidone iodé, donc une irrigation, un adjoint chimique antiseptique au niveau des poches profondes. Et comme une bonne partie de vous a aussi pensé, c'était d'associer une antibiothérapie par voie systémique. Donc, souvenez-vous des recommandations qu'on a vues tout à l'heure. L'antibiothérapie systémique était recommandée, ou pas vraiment recommandée de façon forte, mais suggérée dans des cas spécifiques. Et l'exemple, c'était vraiment une parodontite stade 3 grade C, par exemple, mais était généralisée dans l'exemple proposé. Après, c'est qu'un exemple, et c'était clairement dit dans la recommandation qu'il faut l'appliquer cas par cas. Dans la littérature et en général, la combinaison d'antibiotiques la plus utilisée est l'amoxicilline et le métronidazole pour une semaine.
Et on peut donc espérer, dans une réduction des poches, vous voyez là les millimètres supplémentaires par rapport au détartrage ou surfaçage radiculaire sans antibiothérapie, supplémentaire des 0,32 mm ou 0,54 mm à 12 mois de traitement. Donc, on discute toujours sur la valeur clinique de ces chiffres qui sont très petites et que des fois, on ne peut même pas détecter avec la sonde parodontale si on parle d'un demi-millimètre. Après, il faut imaginer que cette demi-millimètre se rajoute au 1-2 mm qu'on peut obtenir déjà avec l'instrumentation. Donc, finalement, dans notre cas, quand on parle de millimètres, c'est significatif, hein, parce qu'on peut rendre une poche de 5 ou 6 à 4. Donc ici, c'est la photo à la réévaluation parodontale qui a eu lieu à 5 mois cette fois. Donc on a attendu un peu plus, hein, selon les recommandations. La réévaluation doit être effectuée entre 6 semaines et 6 mois. 6 semaines, c'est très tôt. Peut-être 6 mois, c'est un peu trop. Mais dans ces cas spécifiques, c'était à 5 mois. Donc vous voyez l'image clinique. Et par arcade, donc au niveau maxillaire, vous voyez au niveau des profondeurs de poche et de paires d'attache que ça nous intéresse un peu moins dans ce cas. Et vous voyez qu'effectivement, au niveau de l'inflammation, on a une très bonne réponse. On a minimisé l'effet des récessions, mais on les voit aussi apparaître surtout au niveau de la 21. Et on reste avec des lésions qui sont très profondes, jusqu'à 9 mm au niveau de la 26 et de la 16 mésiale. C'est un peu pareil au niveau mandibulaire. En fait, les poches qui étaient très profondes au niveau de la 36 restent des poches profondes, sont encore à 6 mm. Pour le reste, la situation clinique est tout à fait favorable en termes de profondeur des poches et inflammation. Donc, si on fait un bilan à 5 mois, on peut dire qu'effectivement, on a eu une bonne réponse. On a amélioré le contrôle des plaques parce que l'indice des plaques a été bien maîtrisé, bien réduit. Également, on a pu réduire l'inflammation gingivale, mais il nous reste des poches très, très profondes. Donc, suite à la réévaluation, qu'est-ce que je peux proposer? Qu'est-ce que je vais proposer à cette patiente? Vous avez 4 options. Si on récupère le caout, je ne sais pas. Le premier, c'est bon? Non? OK, très bien. On continue comme ça. Donc, on fait un traitement parodontal des suivis personnalisés. Donc, la patiente passe un suivi parodontal. On fait une chirurgie ou plusieurs chirurgies de régénération parodontale. On fait des lambeaux d'accès. Ou on fait une réinstrumentation des poches profondes. Donc, qui est pour un traitement parodontal des suivis? Personne. Je pense qu'on est tous d'accord que la patiente nécessite encore des traitements. Qui ferait une chirurgie de régénération plutôt que, voilà, là, plutôt qu'un lambeau d'accès? On est plutôt pour une régénération, quelques-uns pour un lambeau d'accès, ou réinstrumenter de façon non chirurgicale? Non, ce n'est pas une option qui vous plaît beaucoup. OK. Donc, on va voir qu'est-ce que nous dit les recommandations de l'AFP. Et là, c'était une recommandation très forte, donc des grades A, avec 2 flèches, vous voyez, vers le haut. Ça veut dire vraiment une recommandation positive importante avec un consensus. Donc, au moins 75% des experts qui ont participé à la conférence de consensus étaient d'accord. Pour dire quoi? Pour dire que si on est en présence de lésions infraosseuses profondes, comme on voit dans ce cas spécifique, le traitement recommandé, c'est de faire une chirurgie parodontale de régénération. Donc là, c'est assez clair, notre recommandation. Ils ont défini cette lésion infraosseuse à 3 mm au plus, donc assez profonde, pour pouvoir considérer la chirurgie. Et finalement, si vous regardez au niveau des épreuves scientifiques en littérature qui soutiennent ça, c'est 22 essais cliniques randomisés, et en dentaire, ce n'est pas négligeable, avec plus de 1000 dents et 1000 patients qui ont été traités avec des techniques de régénération. Donc c'est assez important en termes de quantité de littérature à soutien, même si les experts ont trouvé nécessaire de bien spécifier que l'hétérogénéité des études
doit être considéré parce qu'on ne peut pas effectivement être si sûr et être aussi ferme dans le dire que cette technique est supérieure au limbo d'accès. Donc, qui a considéré ça aussi, c'était également possible. Donc, si on est tous d'accord de faire une chirurgie pour cette poche à 9 mm, quelle technique de régénération on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser une membrane avec un complément osseux, des dérivés de la matrice amélaire associés à un substitut osseux, une association de plusieurs, 2-3 matériaux, ou ça va dépendre de la forme de la lésion? Vous direz plutôt la quatrième option, qui est tout à fait vraie. Et si on devrait choisir, en fait, entre l'option A et B, qu'est-ce que vous choisirez? A. B. B. Oui, très bien. C'est très intéressant et surtout, ça va être très intéressant cette recommandation parce qu'en fait, comme clinicien, on a tendance à interpréter la recommandation comme quelque chose qui va réconforter nos choix thérapeutiques. Donc, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire on décide une chose et on va chercher la confirmation. Et donc, c'est important de dire quel est le bon choix des techniques de régénération quand on est face à un défaut infraosseux. Donc, dans ces cas, il nous dit que si on veut faire une régénération parodontale, il nous recommande d'utiliser une membrane avec des dérivés de la matrice amélaire, avec au sang, substitut osseux. Donc, finalement, toutes les combinaisons sont un peu possibles et il n'y a pas vraiment une indication claire. Malheureusement, ça dépend du fait que là encore, on a beaucoup d'études cliniques en littérature, des fois aussi très très bien faits, mais les protocoles de régénération sont super variables. Donc là, on a effectivement la combinaison des membranes dérivées de la matrice amélaire, substituts osseux, en différents types de substituts osseux. Donc c'est très difficile de donner une recommandation claire sur la technique qui est la meilleure, la plus efficace pour obtenir une régénération parodontale. Donc on s'arrête à dire finalement, on doit régénérer et il faut appliquer la technique la plus adéquate au site, donc à la forme de la lésion et à la situation clinique, mais on peut, toute technique peut être considérée. Et donc là, je vous montre comment ce cas a été traité. Donc cette lésion au niveau de l'ascèse mésiale qui faisait 9 mm de profondeur des poches et qui donc était forcément une lésion infraosseuse profonde, plutôt large. Et la technique utilisée a été effectivement celle d'associer des dérivés de la matrice amélaire avec un substitut osseux qui ont été appliqués dans la lésion, comme vous pouvez voir, qui était assez visible aussi côté palatin, et restructuré. Et vous avez l'image de la cicatrisation à 2 semaines à la dépose des sutures. Il y a aussi une autre recommandation très importante. C'est du moment qu'on veut faire une technique de régénération parodontale pour un site, une lésion infraosseuse, il faut bien penser au design du limbo. C'est-à-dire nos incisions vont vraiment déterminer le potentiel de régénération qu'on peut obtenir. Et il y a une recommandation qui est une recommandation forte, donc grade A, avec un consensus des experts qui ont participé, qui nous dit de utiliser des techniques, par exemple, de préservation papillaire pour ces sites où on veut obtenir une régénération parodontale. Et c'est essentiel de préserver tous les tissus pour stabiliser le caillot, stabiliser les biomatériaux qu'on va éventuellement utiliser et donc obtenir, maximiser en fait la régénération parodontale qu'on peut obtenir. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, quand on va s'approcher à traiter ce site, il faut bien analyser la quantité des tissus kératinisés. La largeur de la papille, c'est fait 3 mm au plus pour savoir si appliquer, par exemple, des designs de, de préservation papillaire modifiés ou simplifiés. Si on a un accès qui peut être fait, par exemple, que des vestibulaires, et donc appliquer ce qu'on appelle un single flap, donc avoir un accès que d'un côté de la lésion, tout en sachant que voilà, moins on ouvre et mieux on préserve le tissu, plus on peut être efficace et maximiser les résultats.
Donc, dans ces cas spécifiques, et comme dans le prochain, vous voyez qu'on a essayé de faire une préservation papillaire simplifiée. Effectivement, il s'agit d'une lésion infrunctueuse très profonde. Et encore une fois, la combinaison de dérivés de la matrice améllaire et substituts osseux ont été appliqués pour enfin repositionner la papille et suturer pour bien maintenir en place tout ce qu'on a appliqué. C'était effectivement plus ou moins la même technique pour la dent 36 et pour la lésion mésiale que vous voyez ici. Elle était un peu moins profonde, 6 mm. Encore une fois, vous voyez que les papilles sont plutôt étroites, hein, l'espace, on n'a pas beaucoup d'espace, donc c'est plutôt une préservation papillaire simplifiée qui a été appliquée. Et vous voyez ici, et modifiée dans ce cas. Et donc, l'application de dérivés de la matrice améllaire qui ont été appliqués une fois faite la suture. Donc, 2 fois, c'est plus facile de pré-suturer avant d'appliquer les biomatériaux, afin justement d'avoir déjà repositionné le lambeau, une fois que, évidemment, le site a été dégranulé, nettoyé, débridé, donc préparé pour recevoir les biomatériaux. Donc, vous voyez dans ces cas comme l'importance de la lésion. C'est une lésion avec des parois osseuses qui a un bon potentiel de régénération déjà et que va être donc susceptible d'avoir un succès thérapeutique important. Vous pouvez voir aussi que la préservation de la papille et un fait des tissus permet vraiment une fermeture primaire du site, ce qui est essentiel pour maintenir en place les biomatériaux et pour faciliter la cicatrisation, que vous voyez à 2 semaines dans la photo. Donc ici, le bilan final de traitement de cette patiente avec une réévaluation parodontale qui s'est faite site par site, comme d'habitude, et le fait d'objectiver effectivement une résolution de l'inflammation et de la profondeur des poches dans les sites spécifiques qu'on a traités, même de façon chirurgicale. Et vous voyez le bilan radiographique final qui a été réalisé donc à peu près 1 an plus tard, donc à 13 mois de la chirurgie. Et si on va comparer avec la situation initiale, on voit bien le comblement de ces défauts infrunctueux qui ont été régénérés, ou si on ne peut pas dire régénération, ils ont été reconstruits, parce qu'évidemment, si on parle de terminologie, on peut en discuter, mais sûrement ont été comblés et la situation a amélioré. Ce qui est très important, c'est qu'on a remis la patiente dans une situation qui est plus facilement maintenible dans le temps. Et c'est la clé, parce que là, on est à 20 ans, mais la patiente a toute sa vie devant elle, et on doit préserver le maximum possible le parodonte et les dents. Et pour faire ça, le succès à long terme sera assuré par le suivi parodontal. Donc la chose la plus importante est faire comprendre à la patiente l'importance de ça. Il ne faut jamais négliger les séances de suivi, être régulier au quotidien et justement en visite chez le dentiste. Et on peut se faire aider par des systèmes comme celui-là, qui est un diagramme disponible par exemple en ligne, qui nous permet, en fonction des facteurs de risque et de la situation finale après traitement de la patiente, donc le nombre de sites qui présentent encore des saignements ou des poches plus ou moins profondes, et la présence de facteurs systémiques ou des dents qui ont été déjà perdues à cause de la maladie. Donc, est basé finalement sur des évaluateurs de risque qui sont pris aussi en compte par la classification actuelle, nous permet de dire quel est le risque de la patiente. Donc, faible, modéré, sévère, et sur ça, caler l'intervalle des rendez-vous de suivi. Dans ce cas spécifique, donc 3 fois par an. Et c'est probablement le minimum pour intercepter tout type de récidive en temps. Et donc, ne pas être dans la situation où recommencer du step 1, 2 jusqu'au 3, mais peut-être de s'arrêter au 1 ou 2 pour maîtriser et stabiliser la maladie à long terme. Donc, avec ça, on vous remercie. Surtout, on est prêt pour vos questions, si vous avez des questions dans la salle. Je parlais assez fort. La patiente que tu as présentée,
Absolument. Et c'est vrai, et j'ai oublié de le dire parce que ça fait partie de plein de traitements, on s'est concentré sur ça, mais elle est partie en orthodontie. Hein, c'est bon. Alors, est-ce que ce facteur de traitement C'est une très bonne question. Et parce qu'on discute toujours de ça. C'est-à-dire que la différence principale entre stade 3 et stade 4, c'est le traitement complexe, la réhabilitation complexe, et l'orthodontie peut être considérée partie de ça. Dans ce cas spécifique, l'absence vraiment de perte dentaire, et donc le risque de perdre tous les dents, on connaît bien ce type de forme de parodontite qui peut évoluer, délocaliser, généraliser, et se sont déjà manifestés très précocement. Mais il nous manque beaucoup d'éléments de stade 4. Par exemple, des défauts crestaux importants, des altérations au niveau de l'occlusion. On a un diastème secondaire, mais ça se limite, on va dire, est assez encore localisé, le point de vue orthodontique. Et donc, c'est vrai, l'orthodontie fait partie du traitement de la patiente, surtout pour répondre à sa demande initiale, qui était esthétique. Mais n'est pas suffisant pour l'upgrader à stade 4. Je pense que la question vaut aussi pour le premier cas, finalement. Oui, elle était aussi orthodontique, le premier cas. Mais néanmoins, je ne pense pas que ça justifie de la passer en grade, en stade 4 comme ça, juste pour ça. Absolument, aussi. Bonjour, je rejoins le confrère. C'est que moi je pense que les lésions sont plutôt un trauma occlusal. C'est plutôt l'occlusion qui a causé. C'est parce qu'on voit les prémolaires qui sont basculées vers l'avant. Donc et puis elle n'a pas d'overbite. Un overbite, elle n'a pas d'overjet. Ouais. On voit et puis elle a des lésions, des attritions sur les incisives inférieures. Je pense qu'au début, c'est pas une parodontopathe, c'est plutôt un traumatisme occlusal au début. Bon, après, il y a eu infiltration et tout. Je peux C'est-à-dire, être d'accord sur certaines observations cliniques, absolument. Oui. Mais sur l'étiologie primaire, c'est vraiment, à mon avis, bactérien. Voilà. Après, il y a une composante. Le trauma occlusal, ça peut être déjà secondaire et peut éventuellement participer dans la forme de la lésion, mais pas causer ces lésions. Oui, je suis d'accord. Le trauma occlusal, c'est plutôt un cofacteur quand même qu'un facteur étiologique. C'est-à-dire que les deux ont travaillé en même temps. Et puis, je voulais parler de la povidone, de la bétadine. J'ai un patient que j'ai failli perdre parce qu'il était allergique. Alors, depuis, je ne l'utilise plus. Je préfère utiliser de l'oxygéné. Il a atterri aux urgences. Il est devenu un elephant man. Il a gonflé d'un seul coup. Ouais. Alors, je suis vraiment... c'est une question qu'il faut poser toujours. Hein. Le risque allergique, il faut le dépister du départ, le mettre bien en rouge sur votre dossier clinique si jamais détecté. Après, peut-être qu'il y a des patients qui ne sont pas au courant de ça. Et ça peut arriver avec tout médicament. N'importe quel médicament, oui. Mais ça a dû être assez traumatisant, effectivement, comme expérience. Oui. Pas d'autres questions? Alors, oui, bien sûr. Oui. Pour la réévaluation, est-ce que vous avez mis 3 mois après? Est-ce que peut-être que 3 mois, c'est un petit peu trop long, non? Trop long? Ça dépend des cas. On est arrivé jusqu'à 5 mois. Le deuxième cas, on a réévalué à 5 mois. Ça dépend effectivement de quel type de protocole on a appliqué. Hein. Dans ce cas, on avait mis des antibiotiques aussi, donc c'était un traitement systémique. Cet intervalle peut aller de 6 semaines, très très tôt, hein, peut-être trop tôt, pour voir effectivement l'efficacité totale du traitement, jusqu'à 6 mois. Et 6 mois, on peut discuter, c'est un peu peut-être loin si la patient n'était pas, ou le patient en général, ne maîtrise pas trop bien l'hygiène. Mais dans le cas qu'on a commencé avec une patient qui maîtrise totalement, ça se tend. Je ne sais pas, Alexandre, ce que tu en penses. Alors, ça dépend aussi un petit peu du phénotype parodontal. Hein. C'est-à-dire que sur un parodonte fin, on va avoir donc une récession plus rapide et donc effectivement, on pourra peut-être réduire un petit peu le durée,
le temps avant la réévaluation. Dans les cas en tout cas dans le premier cas, là on avait un parodonte qui était quand même plutôt épais. Je pense qu'attendre 3 mois, ça reste un minimum. Ça aurait pu être 3-4, ça m'aurait pas choqué. Voilà. Après, sur le deuxième cas, effectivement, il faut attendre plus longtemps avec les antibiotiques. Il faut laisser le temps à l'organisme aussi de pouvoir réparer et mettre en place les réparations qu'il va faire. On fait confiance aux patients pour... Voilà. On fait toujours confiance aux patients pour certaines choses. Oui. Moi, j'avais une question concernant l'irrigation et quel protocole et le matériel que vous utilisez pour réaliser l'irrigation au niveau des poches profondes. Alors, moi, j'utilise pas la chlorhexidine, mais on est là pour parler de l'EFP, on est bien d'accord. Moi, je peux faire part de mon expérience personnelle, mais faut pas prendre ça pour une quelconque parole qui aurait beaucoup de valeur. Donc, moi, j'utilise que de la bétadine. Donc, j'utilise la bétadine verte que je dilue donc à 10% et puis que j'utilise en irrigation et que je laisse agir 1 minute par poche parodontale. Voilà. Et donc, pour les poches de plus de 4 mm en l'occurrence. Mais comment vous l'injectez dans la poche ? J'utilise des petites seringues d'endo. Ouais. Parce que j'ai une associée qui fait de l'endo, donc elle a des toutes petites seringues très très fines et donc je lui ship pour cette occasion. Merci. Oui, c'est le même protocole. Je tiens juste à dire qu'en littérature, la majorité des études a utilisé la chlorhexidine. Donc c'est pour ça que quand on regarde ces revues systématiques qui ont été faites pour un support des recommandations, on retrouvait que la chlorhexidine, mais en réalité, il y a de la littérature sur la povidone iodée et l'intérêt, c'est vraiment parce que la chlorhexidine est limitée. Est inhibé par le sang, voilà. Donc ça peut être moins efficace, mais par contre ça reste le plus utilisé en général. Donc voilà, les données arrivent du produit le plus utilisé, qui est quand même intéressant. Donc c'est réconfortant le fait qu'on peut utiliser aussi éventuellement la chlorhexidine. Merci. Concernant le séquençage du traitement des secteurs, faut-il traiter cadran par cadran, secteur par secteur, ou généralement actuellement c'est arcade maxillaire, mandibulaire? Je peux répondre. Alors, donc on a vu qu'au niveau des recommandations, ça ne changeait pas grand-chose. Après, c'est vrai que quand j'utilise des protocoles par hémi-arcade, j'ai tendance à anesthésier le côté gauche et à travailler le côté gauche en une séance et inversement, parce que c'est plus simple pour le patient qui garde une hémi-arcade fonctionnelle, une hémi-bouche fonctionnelle, plutôt que de l'immobiliser sur toute une mandibule ou tout un maxillaire. Donc j'ai tendance à faire gauche-droite. S'il n'y a plus de questions, on vous remercie beaucoup pour Merci l'attention beaucoup. et on vous renvoie à la lecture de ce document. Et bonne soirée, surtout bon congrès.